Moi, j'aurai à mon tour deux questions pour le moment très brèves à vous poser. D'abord, je fais une remarque quand même sur l'octroi de mer. Ne jetons pas non plus le bébé avec l'eau du bain. Hein, je rappelle quand même que s'il faut effectivement avoir une réflexion par rapport à l'octroi de mer, par rapport à son impact sur les prix, je rappelle quand même que l'octroi de mer, son objet premier, c'est de protéger, d'encourager la production locale. Hein, et Monsieur le ministre l'a rappelé, sur nos territoires, la cherté de la vie, elle est liée bien sûr au coût de la vie, mais elle est liée également à la faiblesse des revenus, notamment à la faiblesse des revenus de travail. Et il faut créer de l'activité. Je rappelle que sur un territoire comme la Réunion, aujourd'hui, il y a un certain nombre de filières qui existent, qui sont des réalités. Si vous prenez aujourd'hui la viande porcine, pour le lapin, pour la volaille, la production locale couvre 100% du marché de frais. Et je pense que l'octroi de mer y est pour quelque chose. Donc, ayons une réflexion là-dessus, mais ne tombons pas non plus dans des simplismes par rapport à l'octroi de mer. Je me réjouis que cela ne se fera pas, bien sûr, sans l'accord des présidents des collectivités. C'est ce que j'ai compris des propos de Monsieur le ministre. Et je rappelle une dernière chose quand même. Au moment où tout le monde prône plus de différenciation pour nos territoires ultramarins, l'octroi de mer est le seul outil fiscal, si je puis dire, qui est à la main d'une collectivité locale, d'élus politiques. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire. Une question pour deux questions rapides pour Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous avez dit tout à l'heure, il faut encourager le développement économique, mais il faut sortir des sentiers battus. Hier, Monsieur Karenko, qui était chez nous, a parlé de zone franche globale. Nous connaissons tous les avantages, mais surtout les inconvénients, pour ne pas dire les opportunités des zones franches globales, notamment lorsqu'on fait l'équilibre emploi créé et coût de l'emploi. Quelle est votre réflexion de ce point de vue-là quand vous dites qu'il faut sortir des sentiers battus? Moi, je pense que sur nos territoires ultramarins, aujourd'hui, l'avenir passe par des secteurs d'activité comme l'économie circulaire, la protection de la biodiversité, tout ce qui est aide à la personne. Donc, quelle est votre réflexion là-dessus? Ensuite, concernant l'autorité de la concurrence, comment expliquez-vous que le pouvoir d'injonction structurelle ne soit pas davantage appliqué? Une autre question très rapide, elle concerne les normes, et c'est très important. En raison des normes européennes, il est impossible aux ultramarins d'accéder à certains matériaux. Moi, je pense notamment à la construction de logements, puisque aujourd'hui, la construction de logements est en panne sur nos territoires, et quand les logements sortent, ils sortent plus cher que dans l'Hexagone pour une population de locataires qui a moins de revenus que dans l'Hexagone. Ne faut-il pas revoir ces normes afin de faire baisser les coûts de construction? Le cadre commercial européen limite également les territoires ultramarins de développer des échanges dans un cadre régional. Que peut faire l'État? Comment résoudre ce problème d'équivalence des normes et lever les obstacles à l'accès au marché et à la coopération régionale? Merci. Alors, sur l'équivalence des normes, c'est un point qui a été souligné à plusieurs reprises par les acteurs économiques que j'ai rencontrés à la Guadeloupe et à la Martinique. C'est un travail que nous avons engagé et qui doit impérativement aboutir. De manière plus générale, cette équivalence des normes porte aussi en elle la question des choix géopolitiques qui peuvent être faits par un certain nombre de territoires. Je vais quitter la Réunion pour revenir aux Antilles. Il me semble qu'il y a des perspectives de développement vers le continent américain qui sont considérables, qui passent aussi d'ailleurs par des normes qui soient plus rigoureusement respectées. Mais nous avons la possibilité, là aussi il me semble que c'est tout à fait historique, de permettre aux Antilles d'avoir accès, évidemment, elles font partie du marché unique, au marché unique européen, mais de se réorienter dans les flux logistiques et dans les flux de marchandises vers l'Amérique du Sud. Il n'est pas normal qu'on ait encore du café qui arrive à la Martinique, qui vienne du Brésil, qui passe par le Havre et qui revienne du Havre à la Martinique. Or, c'est le cas. Je pense que le développement de nouvelles chaînes de transport à la faveur d'une mondialisation plus régionalisée est une opportunité considérable pour ces territoires. Sur la concurrence, le pouvoir d'injonction est un pouvoir exceptionnel qui doit rester par définition exceptionnel et qui emporte des conséquences qui sont lourdes et de niveau constitutionnel.
S'agissant des zones franches, je partage votre réserve. À chaque fois, on estime que c'est une solution miracle. La réalité, c'est que très souvent, les inconvénients l'emportent sur les avantages. Enfin, sur votre première remarque que je partage totalement, je pense que trop souvent, nous avons le réflexe consistant à se dire il faut impérativement faire baisser les prix. Oui, il faut s'engager dans cette voie-là, par la concurrence, par la réforme de l'octroi de mer, qui, je pense, peut faire consensus entre nous. Mais il faut également augmenter le revenu de ces territoires. Et je crois profondément que les ressources économiques de nos outre-mer sont une chance pour la nation française, sont considérables et ne sont pas suffisamment exploitées. Et qu'il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'imagination. D'abord, je le redis, en réorientant les flux. Vous avez l'Indo-Pacifique, dans lequel la Réunion peut jouer un rôle absolument clé. Vous avez beaucoup plus à l'est tout ce que la Nouvelle-Calédonie peut arriver à développer dans son commerce, notamment sur les métaux rares. Et s'agissant des Antilles, je pense que la réorientation des flux pour qu'ils ne soient pas uniquement vers l'Europe et le continent européen, mais également vers le continent américain, sont des orientations qui sont très intéressantes. Deuxième remarque, il y a de la valeur qui peut être plus valorisée. Tout ce que vous avez dit sur la biodiversité notamment est un trésor qui va au XXIe siècle prendre un prix encore plus élevé. Je pense qu'il est aujourd'hui dans les balbutiements de son exploitation et qu'on peut en tirer une valeur beaucoup plus importante pour avoir une meilleure rémunération de nos compatriotes sur ces territoires. Troisième chose, je n'exclurai pas l'industrie de nos réflexions, au contraire. Mais si on veut faire de l'industrie, il faut investir sur ces infrastructures. Et pour moi, la priorité, c'est notamment le développement portuaire dans les Antilles. La route côtière qui a été réalisée à La Réunion va aussi être un avantage considérable. Mais tout ce qui permettra d'avoir des infrastructures de qualité, plus puissantes et plus efficaces, va permettre d'avoir en bout de chaîne des salaires plus élevés. Le projet que je soutiens le plus aux Antilles, ce sont les ports. L'agrandissement du port de La Réunion, l'agrandissement du port de la Guadeloupe et de la Martinique, ce sont deux projets structurants qui vont changer la donne économique dans ces territoires. Enfin, dans ces projets industriels, j'ai rencontré des jeunes entrepreneurs qui ont des projets révolutionnaires et qui sont réalistes. Produire de l'hydrogène vert en Martinique est envisageable. Alors ça paraît très complexe parce qu'il faut une installation d'électrolyse qui est extrêmement coûteuse et très lourde, mais ça fait partie des projets qui, à mon sens, tiennent la route, méritent d'être examinés et créent ensuite des dizaines et indirectement des centaines d'emplois beaucoup mieux rémunérés que les emplois de service.